Ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, excellent. Si on m'entend, c'est que tout va bien. Bonjour et bienvenue dans cet auditorium pour cette rencontre entre Thomas Boucher et Camille Boulanger qui va essayer de cerner, dans la mesure du possible, le thème de l'utopie et de ses divers voyages. Je dois dire que quand on m'a confié la charge de modérer cette rencontre, j'étais un petit peu accablée par la vastitude du sujet. L'utopie ayant fait couler beaucoup d'encre sur divers supports et dans diverses publications. On va quand même essayer de s'en approcher. Donc l'utopie, de manière générale, on considère que c'est un type de texte qui décrit une société meilleure, peut-être parfois idéale. Et on constate que l'utopie flirte avec le réel d'une façon qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait la même que celle de la science-fiction. En effet, la science-fiction se pose très souvent, et même presque systématiquement, la question « et si ?» Si telle chose se passait, que se passerait-il? Alors que l'utopie interroge la question des possibles de manière plus directement, et surtout l'utopie pointe vers le désir de la réalisation de ce qu'elle décrit ou de ce qu'elle tente d'approcher. Et c'est parfois là que les choses deviennent compliquées, c'est quand on essaie d'entrer dans le concret et dans le réel. Lorsque l'utopie écrite rencontre la réalité, avec toutes les difficultés et tous les problèmes que cela implique. D'ailleurs, le langage lui-même nous montre que l'utopie est quelque chose est un sujet compliqué. Ce que dit le monsieur qui est à ma droite et que je n'ai pas encore présenté, mais je vais le faire. J'ai là Thomas Boucher, enseignant-chercheur, historien, spécialiste de l'histoire politique du XIXe siècle. Il travaille sur l'histoire des premiers socialistes, le langage politique au XIXe, le droit du travail et bien entendu les utopies. Il est enseignant à Dijon, si je ne me trompe pas. Il a écrit un ouvrage dont le titre est tout à fait alléchant, Les fruits défendus, socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos jours, ainsi qu'un volume nommé Utopie aux éditions Alamosa. Voilà. Et à ma droite, Camille de Boulanger, auteur français. Alors je ne sais pas si tu te qualifies de science-fiction. On pourra en discuter, éventuellement, peut-être, qui sait. Auteur de, a priori, 6 romans, un recueil de nouvelles, une traduction, voilà. Qui a été enseignante de français, ce qui, ma foi, explique son goût pour certains jeux de vocabulaire, de mots, etc. Nous allons voir cela. Et qui a écrit, bien entendu, Utopia, un livre alors, que je n'ai pas sous sa forme imprimée, mais qui est le contraire absolu du petit volume que j'ai ici, puisque c'est un beau roman de 600-900 pages. Ça dépend de l'édition. Ça dépend de l'édition. Bon, on va en rester là. Donc, je disais, oui, que l'utopie a des formes diverses. Elle est entrée dans le langage avec des formes proches de la SF, c'est-à-dire qu'on va dire, de manière courante, on va dire « Ah, c'est de l'utopie, c'est une belle utopie, c'est une folle utopie », c'est ce que vous dites au début de votre livre, ou « Vous êtes un utopiste », l'air de dire vous brassez de l'air, enfin bref, on arrive très très vite à des choses péjoratives.
La question, c'est pourquoi et comment. Et donc, la question que j'avais envie de poser à nos deux invités ce soir, pour commencer, en fait, c'était comment avez-vous rencontré l'utopie ? Est-ce que vous vous souvenez de la première utopie que vous avez lue ? Ah, alors, est-ce que vous vous en souvenez pas du tout ? Et à ce moment-là, c'est également intéressant. Pourquoi ? Comment ? Qui se lance ? J'ai presque envie de dire Astérix. Oui. Je pense que le village d'Astérix recouvre beaucoup de... Tu me corriges, Thomas, si tu n'es pas d'accord, mais beaucoup des caractéristiques de la cité utopique, c'est-à-dire que c'est une cité close, qui est séparée de l'extérieur, qui est relativement autosuffisante et dans laquelle, je pense qu'on ne peut pas dire que les rapports sont entièrement apaisés, mais en tout cas, il y a une sorte de bon vivre, quoi, et d'entente sociale. J'improvise complètement parce que je n'avais jamais envisagé ça comme ça. Mais je trouve que si on voulait pousser un petit peu le concept, on pourrait aller par là. Ma foi, oui, mais à bien y réfléchir, je serais assez d'accord. Est-ce que mon voisin l'est aussi ? Moi, j'y avais Ou j'y avais jamais trop pensé, mais je vais y réfléchir. Et puis on se bagarre aussi dans le village d'Astérix, et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais on se bagarre en utopie, c'est ça qui est Oui, intéressant. oui, exactement. Ce ne sont pas des sociétés parfaites et immobiles à force d'être parfaites. Donc ouais, ça me plaît bien cette idée. Est-ce que vous avez une utopie dont vous vous souvenez que ça Oui. a été le début de votre intérêt pour le sujet, Oui. ou pas du tout ? Si. Ça a à voir avec mon histoire personnelle. Je me suis installé en Franche-Comté au début des années 1990, et plus spécifiquement à Besançon. Il se trouve qu'à Besançon, j'ai repéré, grâce à des nouveaux amis, une association qui s'appelait l'Association d'études fourriéristes. Et les gens qui la composaient, qui étaient vraiment, et qui sont toujours des gens formidables, m'ont donné très envie de lire l'œuvre de Fourier, Charles Fourier, 1772-1837. Un très inclassable, un homme rétif à toutes les compromissions, un homme qui essaie non pas d'imaginer un ailleurs, mais de faire en sorte que ça se passe mieux dans le monde dont il est contemporain. Donc j'ai démarré avec Fourier, et de Fourier je ne suis toujours pas lassé. C'était à quelle époque Alors, 92, 93. Oui, je ne pensais pas à une date, je pensais à quelle époque vous étiez étudiant, vous étiez... Je ne vais pas réussir à vous faire croire que j'étais encore étudiant. Non, j'étais déjà en poste, je pense. Voilà, je travaillais, et puis... que dire de plus ? Ok, mais c'est intéressant parce qu'on tombe souvent sur l'utopie au lycée, et on tombe, me semble-t-il, plus facilement sur la dystopie que sur l'utopie, parce qu'on nous fait lire des textes, et on nous fait lire 1984 ou Le meilleur des mondes. Parfois, on lit Candide. Ou qui est plutôt du côté, enfin qui a une partie qui est du côté utopiste, ou alors éventuellement on peut lire Platon si on est en terminale à un certain moment. J'aimerais savoir si vous rejoignez la plupart de ce que j'ai pu lire sur l'utopie, c'est-à-dire si vous pensez que l'origine de l'utopie, c'est Platon, si c'est l'inévitable Thomas More et son Utopia qui pose le nom. Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement ? Oui, alors vous donnez un avis simplement parce que le mot est comme Fourier intraitable et très très difficile à enfermer dans une définition. Alors, à mon sens, voilà, et il n'y a pas accord universel là-dessus. Utopie, ça commence avec Thomas More. Ça commence en 1516, au moment où More publie un ouvrage qui a pour titre Utopia, et où il forge le mot, hein, c'est un néologisme, le mot n'existait pas avant More. Et ce qui est assez passionnant dans ce moment-là, c'est que c'est à la fois le moment de ce qu'on appelle les grandes découvertes, un moment d'humanisme très approfondi et même très frénétique,
Et puis un moment où More construit un mot très ambigu et très susceptible d'interprétations tout à fait diverses. J'en dis 2 mots ou bien on se garde ça pour tout à l'heure? J'allais justement glisser vers Camille, parce que tu as choisi Utopia. Oui, alors, puisque les deux existent, et donc, je ne suis pas très fort en lettres classiques, mais le peu que j'ai me permet d'affirmer que U, c'est le nom Utopia, donc le non-lieu, et EU, Utopia, c'est le bon lieu. Étant un préfixe qui signifie bon, et on l'a encore dans la langue française, par exemple dans le terme euphonie, par exemple, et qui n'est pas le plus usité, je vous l'accorde. Ce qui m'intéressait, c'était justement de ne pas parler d'un non-lieu, d'un endroit qui n'existe pas, mais parler d'un endroit bon, meilleur. Ça a participé d'un projet autour du projet de mon roman, qui était de présenter un endroit, une société, un monde fictionnel qui ne soit pas impossible, qui ne paraisse pas impossible. J'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure, mais du coup le choix de Utopia était effectivement important. Je pense qu'on pourrait enchaîner sur More, mais je ne veux pas empiéter sur ton conducteur. Ok. Donc il y avait une intention, il y a deux axes, me semble-t-il, dans l'utopie. Il y a le fait de décrire effectivement un endroit meilleur. Cette description, elle peut entrer dans le champ de la satire, c'est-à-dire qu'on va comparer cette société qui est décrite avec celle de l'auteur, et en général, il va critiquer. Il va remettre en cause les fondements de la société, il va lancer des pics, et ça peut aussi aller du côté de l'extrapolation, et à ce moment-là, on va plutôt aller vers le futur et la science-fiction. C'est pour cela que les deux sont souvent confondus, à tort. Il me semble que l'utopie est une des racines de la science-fiction, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il m'a semblé que effectivement le monde d'Utopia est censé se passer dans un futur, donc ça le classerait, en tout cas en ce qui me concerne, dans la science-fiction, mais c'est pas un futur qui est très balisé, qui est pas daté, par exemple. Oui. C'est vrai. La question étant pourquoi. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, Utopia se présente comme l'autobiographie fictive d'un personnage qui vit et grandit dans une société et qui, on va dire, qui se pose après le capitalisme, pour le dire vite, et dont les deux axes structurants sont l'abolition de la propriété privée lucrative, ainsi que le salaire à la qualification personnelle, tel que théorisé par Bernard Friot et l'association Réseau Salariat. On appelle ça salaire à vie couramment. Globalement, ça consiste en une extension maximale du régime général de sécurité sociale. On en voit des avatars apparaître en ce moment. On parle beaucoup de sécurité sociale, de l'alimentation, etc. Ça fait partie de tout un corpus d'élaboration institutionnelle qui vient de par là. Et pourquoi ça se passe ? Alors effectivement, ça se passe dans le futur, et c'est un roman de science-fiction, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec ça. J'écris de la science-fiction, j'en ai écrit, je n'ai pas écrit que ça, mais voilà. Je ne suis pas un très grand défenseur de la science-fiction en soi, mais j'ai pas de souci avec ça. Ça se passe dans un futur indéfini, si ce n'est qu'il y a eu un processus révolutionnaire suite à, on va dire, des perspectives historiques peu engageantes, et au cours duquel il y a eu effectivement une réorganisation sociale.
là-dedans. C'est important pour moi de placer ça dans un futur parce que l'utopie, contrairement à ce qu'on se représente couramment, et ça vient de Thomas More et de ce que le philosophe Frederick Jameson appelait The Great Divide, le grand fossé, donc qui sépare notre monde de l'utopie, justement, ce qui est, chez Thomas More, littéralement un grand fossé. Je voulais que ce grand fossé soit un processus historique, puisque je suis de formation matérialiste, voire matérialisme historique. Donc il est important pour moi de placer cette utopie dans un processus historique, d'une part pour montrer que c'est possible, que ça existe, ça a une vraisemblance, et d'autre part pour montrer qu'elle n'est jamais achevée, elle n'est jamais fixée. On blaguait tout à l'heure sur Astérix et sur le fait que l'utopie est un lieu de conflictualité. Il est très important, et je pense qu'on y reviendra après, de ne pas se figurer la pensée utopique et la pratique utopique, parce que c'est pas juste un ensemble de figures pour moi, c'est littéralement une praxis, à la fois une pensée et une pratique. Comme ça ne cherche pas à accomplir un état de stabilité et de paix voilà, pour l'éternité, etc. Pas du tout. Il s'agit de construire une société meilleure, sachant qu'une société meilleure n'en est pas moins travaillée par des conflictualités, des affects contradictoires qui ne sont certainement pas les mêmes que les nôtres, etc. Mais c'est quand même là, et c'était quelque chose aussi que j'ai tenu à... C'est important pour moi de mettre en scène ça de diverses manières dans mon roman. Je voulais demander à Monsieur Boucher si quel est parce que vous parlez dans votre livre du moment justement où les socialismes sont accusés de vouloir. Les socialismes rencontrent des difficultés dans la mesure où ils veulent entrer dans le réel, d'une certaine manière. Je ne sais pas tout à fait ce que je voulais dire, mais pardon. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez? Est-ce que c'est une dialectique ou un problème que vous retrouvez dans vos réflexions sur l'histoire, sur le 19e siècle et l'utopie? Est-ce que je peux revenir un instant à Thomas More? Ah, tout à fait. Ça vous ennuie pas? Pas de problème. Ah, merci. Parce que je pense qu'on est assez d'accord pour considérer que l'utopie, ça peut consister en une ouverture des possibles, une sorte de déverrouillage des sociétés, de sociétés qui, elles, sont closes et où il est difficile de respirer. Et cette ouverture des possibles, elle est très nettement formulée par More avec le mot utopie. Parce que tu en as déjà dit quelques mots. Le U peut renvoyer au OU, mais aussi au E. Et s'il peut... Alors, pardon pour... non, je vais être un peu plus explicite. Au OU, c'est-à-dire le non-lieu, et au E, c'est-à-dire le bon lieu. Et je pense que chez More, tout est dans l'indécision. Il n'y a pas de recette de la bonne utopie. Celui qui décrit l'île d'utopie dans le livre de More s'appelle Raphaël Itlodé. Alors, en lisant le deuxième livre de Utopia, on a l'impression qu'on vit bien dans l'île d'utopie. Il y a 54 villes qui se ressemblent toutes les 54, tout le monde est heureux, tout le monde est dans la prospérité, sauf que en grec, Itlodé, le nom du narrateur, ça se traduit par 10 heures de mensonge. Bonimenteur. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur même du texte, il y a sa propre contradiction. Et le fleuve d'utopie, il s'appelle le fleuve anhydre. Tout ça, c'est du grec, ça rappellera des souvenirs à certaines et certains. Le fleuve anhydre. De cuivre. Pardon ? Le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu. On fait ça au collège en cours de chimie. Ben voilà, et ça revient. On met de l'eau dessus, il devient bleu. Ah, certains parce que anhydre, des cours de chimie. Anhydre, voilà, il y en a qui le savent ici, ça veut dire sans eau. Et l'utopie est parcourue par un fleuve sans eau. Donc on n'est pas obligé de croire Thomas More.
dans Utopie. Est-ce que ça veut dire qu'il prend des précautions parce que le contexte sociopolitique fait qu'il ne peut pas dire certaines choses? Ou est-ce qu'il joue simplement avec le lecteur? Je me pose à chaque fois la question. À mon avis, il y a les deux. Il prend des risques, Thomas More. Il est très très proche de la cour de Henri VIII au début du XVIe siècle, et il sait qu'il n'est pas possible de dire n'importe quoi et qu'au bout d'un moment, ça devient franchement très risqué. Ça ne l'empêche pas de signaler, par exemple dans le livre 1, l'injustice qui règne dans l'Angleterre de l'époque. Mais il s'enhardit après 1516, et il s'enhardit tellement qu'il finit exécuté par le roi. Oui, ça a mal fini. Ça a très mal fini pour lui, oui. Il y a un certain nombre de ces hommes et de ces femmes qui essaient de faire avancer l'idée d'un monde différent et qui le paient, ou de leur liberté ou de leur vie. Et si je parle de ça, c'est parce que cette espèce de mouvement de l'utopie, c'est un mouvement qui n'a pas véritablement de contenu. Alors, il y a mille manières de lire More, et je ne suis pas spécialiste, mais moi je suis très convaincu par ce que disent des philosophes comme Miguel Abensour, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Il dit de la pensée de More que c'est une pensée oblique ou une pensée latérale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et ça rejoint le deuxième aspect de votre remarque de tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre du jeu. Mais en gros, il nous dit à vous de jouer. C'est-à-dire qu'il nous laisse un bébé, enfin il nous laisse un bébé. Je suis super content qu'il y ait un bébé aujourd'hui. Et j'allais dire qu'il est attentif, c'est pas vrai, il dort, mais c'est très bien. Non, il est attentif. Il écoute. S'il veut poser des questions, il n'y a pas de problème. Et il nous confie le bébé, il nous dit c'est à vous de réinventer. Et tu le disais tout à l'heure, Camille, ça se réinvente sans cesse. Si l'utopie ne se réinvente pas, elle se fige, elle se stérilise, et elle risque de se retourner en quelque chose de beaucoup moins intéressant et beaucoup moins drôle pour nous autres, les êtres humains. Et c'est ce qu'on lui reproche souvent, c'est d'être susceptible de basculer du côté de la dystopie, du côté du totalitarisme, du côté de la fermeture totale de la société. Juste, si je peux rajouter un tout petit truc sur More, et je réagis à ce que tu disais. Effectivement, l'utopie n'est pas un concept absolu, c'est une méthode de pensée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'imaginer les conditions de possibilité d'autres mondes, d'autres manières de vivre. Et du coup, les contenus de ces récits-là, qu'on les date à More et après, ou qu'on a jusqu'à Platon, peu importe, sont nécessairement situés historiquement dans la personnalité des auteurs et des autrices qui écrivent ça, et dans leur contexte socio-politico-culturel. Certes, quand Thomas More raconte ce que Itlodé, qui revient de voyage. Moi, c'est une figure qui est toujours... Je reviendrai peut-être après, mais c'est extrêmement important pour moi, la question du voyage. C'est un des moyens relativement classiques d'introduire l'utopie. C'est le voyageur qui raconte. Tout à fait. Et quand il vient, donc c'est un dialogue en deux parties. Il raconte à des amis plusieurs pays qu'il a visités. Il aboutit à cette deuxième partie où il parle d'utopie. La société d'utopie, telle qu'il l'a décrit, personnellement, je n'ai aucune envie d'y habiter. C'est un cauchemar patriarcal affreux où si on ne travaille pas assez, on est réduit en esclavage. Enfin, je veux dire, personne de sensé aujourd'hui n'aurait envie d'habiter en utopie. Par contre, effectivement, à l'époque, dans le contexte d'écriture et de diffusion de Thomas More, c'est un brûlot. Parce qu'il affirme les droits individuels plutôt que l'autorité du roi, etc. Ce qui est effectivement politiquement... progressiste ou en tout cas contestataire à l'époque. On parlait rapidement de l'empêchement de l'utopie, de la difficulté de l'utopie de rentrer dans le réel. Et on a aussi dit, juste après, tu as aussi dit que ceux justement qui cherchent à advenir ou à concevoir, à faire advenir d'autres choses, souvent le payent de leur vie. Moi, la question un peu rhétorique, voire carrément rhétorique que je voudrais poser, c'est est-ce que les gens qui empêchent le retour de la pratique utopique dans le réel ne sont pas les mêmes que ceux qui font payer de leur vie les gens qui pensent à l'utopie, c'est-à-dire quelles sont les forces qui s'opposent à la méthode utopique et à son entrée dans le réel. Oui, vaste question. J'ai super envie de réagir à ça. Oh non, mais en même temps, là, on est en train... Pardon.
Non, mais si vous voulez réagir, pas de problème. Non, parce que vous étiez en plein élan, désolé. Oui. Ce que je me demandais en t'entendant parler de Thomas More, c'était qu'est-ce qui est venu en premier pour l'écriture du roman? Est-ce que c'est le personnage principal, Humo, et dont on a le récit qui raconte sa vie, on le suit du début de sa vie à la fin de sa vie, lui et un certain nombre de personnages, et on découvre petit à petit des aspects différents de la société qui est régie par la déclaration d'Antonia qu'on a au début. Et la question qui me venait, c'est qu'est-ce qui est venu d'abord? C'est que tu as commencé à penser à ce personnage, ou tu es plutôt du genre qui va rédiger tout ce qu'il y a à savoir sur cette société avant? Beaucoup de questions en une. Dans l'ordre. Le désir premier vient d'une réaction. J'ai écrit au moins 2 romans qui s'inscrivent dans le genre post-apocalyptique. Donc voilà, catastrophe naturelle, fin du monde, etc. Et donc la vie après. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était fort peu constructif. J'ai lu un article d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Kim Stanley Robinson, qui a écrit des tas de gros bouquins, les plus célèbres étant sans conteste la trilogie de Mars, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Le dernier paru doit être le ministère du futur. Voilà. Qui a eu un assez grand succès. Ils en ont parlé dans Télérama. C'est pour une fois, il y a un auteur de SF qui passe dans Télérama. C'est lui ou Damasio, généralement. Bref, pardon. On ne dit pas du mal des petits camarades. Et c'est vrai qu'il n'est pas très grand. Et donc, il faisait un article où il disait qu'il postulait, en s'inscrivant dans... C'est quelqu'un qui a étudié avec Frederick Jameson la possibilité que le récit dystopique, ou ce que j'appelle les imaginaires du pire, non seulement suscitait une accoutumance à la catastrophe, et aussi avait l'inconvénient de nous faire nous dire ouf, aujourd'hui c'est pas si mal. Et je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'écrire des romans qui fassent se dire ça. Donc du coup j'ai travaillé là-dedans. Je me suis dit je vais essayer d'écrire une utopie. Alors les choses se font toujours ensemble. Hein. Pour moi il n'y a pas de séquence, mais j'ai effectivement écrit ce que mon document LibreOffice s'appelait déclaration de principe. Donc j'ai des grandes règles, une espèce de document constitutionnel si vous voulez, voilà, dont il reste une partie dans le roman et au début. Et ensuite, effectivement, c'est poser la question de la forme à mettre à ça. J'ai voulu prendre un peu le contre-pied du récit utopique, qui est, comme on l'a dit souvent, un récit de voyage, où on a un voyageur qui va en utopie et qui revient et qui nous raconte. J'avais envie d'inverser ça et de prendre l'utopie de l'intérieur, donc de suivre un personnage qui est façonné, caractérisé par des rapports sociaux autres, voire radicaux, et de voir quel comportement, quel désir, quels affects ça a créé chez ces personnes, ça pouvait créer chez ces personnages-là. Et donc du coup, puisque j'avais envie d'avoir un roman qui parle aussi, en fait, le roman, je voulais qu'il parle de travail et d'amour. Et donc du coup, j'ai choisi le genre qui me semblait le plus, comment dire, apte à parler d'amour. J'ai voulu écrire un mélodrame communiste. Si vous voyez, le mélodrame, c'est voilà, le sitcom, enfin la telenovela, etc. Je voulais vraiment qu'il y ait cet aspect-là, cette insistance sur les affects, les émotions, etc. Mais dans une société communiste. Donc je voulais prendre l'intériorité et aussi voir c'est quoi aimer dans une société éco-socialiste, excusez-moi, il ne faut pas dire le mot, éco-socialiste, parce que sinon après il y a attention, l'utopie, etc. Je vous raconterai une anecdote après, si j'ai le temps. Du coup, voilà, mélodrame socialiste, etc. Et donc du coup, le personnage s'est imposé comme le narrateur. Et il m'est venu que du coup, effectivement, la forme découle de ces principes-là, et donc du coup, l'autobiographie pour être dans son intériorité. Ok.
Alors, je qualifierais pas l'histoire de mélodrame. C'est une histoire d'amour, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'associe le mélodrame avec un excès des passions, le mélodrame a pour but de faire pleurer ou de faire éprouver de grandes émotions. Alors, il y a de l'émotion, ça, c'est pas un problème du tout. Mais je n'utiliserai pas Après, ce on mot-là. utilise le mot ou pas. En fait, quand je parle de mélodrame, moi j'avais une référence très précise qui était un film de... J'ai revu le film il y a 2 semaines, j'ai déjà oublié le nom. Tout ce que le ciel permet, de réalisateur américain des années 50. Bref, vraiment une référence du mélodrame américain. J'avais vraiment cette esthétique-là en tête avec l'usage des couleurs, etc. Et donc, du coup, je voulais cette intensité-là. Après, on pleure pas, ça c'est chacun. Oui, ok. Enfin, quand on écrit, on a quand même des intentions. Moi, je sais à quel moment on pleure dans le roman, on m'a dit. D'accord. La question qui me vient, c'est cette histoire il y a l'amour, effectivement, comme axe, il y a le travail, et avant, il y a la propriété. Parce que la première phrase, c'est celle qui concerne la propriété. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est axiomatique, totalement important, et pourquoi le roman devait absolument se passer dans une société où il n'y a pas de propriété, sauf une propriété d'usage. Je ne sais pas s'il faut qu'on explique la différence entre propriété d'usage. Je peux le faire rapido. Propriété, donc là j'en viens au travail de Bernard Friot. Trois types de propriété. La propriété patrimoniale, c'est-à-dire c'est votre maison, vous avez un titre de propriété, c'est la maison que vous possédez, voilà, titre de propriété patrimoniale. Propriété d'usage, vous êtes dans cette maison, vous l'occupez, vous l'utilisez. Propriété lucrative, vous êtes propriétaire de cette maison, vous la louez à quelqu'un et vous en retirez une plus-value. D'accord ? Ce sont 3 types de propriétés qui sont qui peuvent s'entremêler, hein, bien sûr. La propriété lucrative, je considère que c'est une mauvaise chose, donc je voulais voir comment ça marche, qu'on s'en débarrasse. Et je pense, dans ce roman-là, la propriété patrimoniale, si tant est que ce soit une chose qui existe, comme radicalement collective, radicalement en commun. Il est important pour moi de généraliser la propriété d'usage pour justement rendre la possibilité de décision dans le travail. Tu parlais tout à l'heure de Besançon et ça m'a fait sourire parce que du coup forcément j'ai pensé à LIP, la grande expérience autogestionnaire des années 60, parce que tu en parleras mieux que moi, où c'est quoi ? On produit, on vend, on se paye. C'est ça, voilà. Donc en gros, il y a une grève, une occupation d'une usine de montres. Du coup, ces gens ont décidé de leur travail et de ne pas dépendre d'une autorité de propriété lucrative, justement, pour être en capacité de décider librement des moyens et des fins de leur travail. Pour moi, c'est axiomatique parce que je pense que c'est la condition nécessaire, mais non suffisante, de toute pratique démocratique. Parce que tant qu'on ne peut pas décider ce qu'on fait et pourquoi on le fait, globalement, pour faire la démocratie s'arrête à la porte de l'usine. Ok. La question, voilà. J'aurais aimé qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce qu'il serait possible de dire à partir de quand on commence à mettre en cause la propriété dans l'histoire de l'utopie, dans l'histoire de la pensée politique? C'est hyper dur comme question. Je sais, oui, je pose des questions comme ça parce que je n'ai pas trouvé la réponse. De tout temps, l'homme. Je crois que du côté de Platon, mais dont je répète qu'à mon sens, il est
pas inscrit dans le mouvement de l'utopie. Oui. Il y a toute une réflexion sur la propriété, sur l'individuel et le collectif. Mais dans le champ plus spécifique de l'utopie, c'est une récurrence, c'est pas systématique l'attaque contre la propriété, mais à partir du moment où la propriété est perçue comme un vecteur d'injustice, le travail est fait. Mais le travail est fait pas uniquement dans des livres, parce que les utopies, on l'a déjà dit une fois ou deux, ne sont pas simplement textuelles. Et lorsqu'elles sont textuelles, elles sont souvent piégées. Je vous invite par exemple à lire de Fourier Le Nouveau Monde amoureux. Je ne sais pas si c'est tombé entre les mains de certaines d'entre vous. Écrit dans les années 1810, à la fin des années 1810, c'est publié uniquement en 1967, qui est resté comme ça souterrain. Et souvent l'histoire de l'utopie d'ailleurs est amphibie. J'ai constaté en tentant d'approcher le sujet qu'on est constamment en train de découvrir des textes. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Des gens qui ont écrit, publié des journaux, des mémoires, enfin des quantités de textes, mais qui sont très mal arrivés jusqu'à nous. Mais parce que c'est pas une pensée majoritaire, c'est plutôt une pensée oblique, discrète, parce que dangereuse, subversive. Et donc, elle n'a pas la pleine lumière. Très, très souvent, les textes suivent des chemins qui sont des chemins difficiles à reconstituer. C'est très impressionnant. Il y a 3 semaines, un copain que je connaissais depuis longtemps à Dijon m'a apporté un petit cahier daté de la dernière partie des années 1940. On ne connaît pas l'auteur de ce petit cahier, c'est simplement la description d'une société dans laquelle il ferait meilleur vivre, pas une société parfaite, mais une société dans laquelle il ferait meilleur vivre. Et ce texte est resté complètement inconnu jusque-là, et il m'a dit, ben voilà, t'aimes bien ces questions, regarde de quoi t'es capable avec. Je ne suis pas capable de grand-chose, puisque j'ai pas... Ah, il a une question, je crois, le petit, non ? Je ne suis pas capable de grand-chose. On gardera, c'est prévu. Ouais. On gardera un petit coin pour les questions. J'ai grande hâte. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas le moyen de reconstituer ne serait-ce que l'auteur, mais je me dis qu'il y a comme ça, dans l'intimité d'un certain nombre de personnes, dans leur façon de vivre leur vie, des élans de ce genre-là. Et des élans... Si je vous dis par exemple Désiré Verret, pour le 19e siècle, il est possible que ce nom ne résonne pas en vous. Ça ressemble exactement à ce qu'on disait. C'est une femme qui a consacré sa vie à essayer de faire en sorte qu'elle-même et ses contemporains vivent mieux. Et elle est passée en dehors de l'histoire glorieuse et triomphante du progrès, de la République et de la fin de toutes les barbaries. Parce qu'elle est dans une autre modalité. Elle combat jour après jour pour essayer de faire en sorte que ses sœurs, mais aussi ses frères, au sens social du terme, ses contemporaines, ses contemporains, aient plus la possibilité de respirer. Et ce n'est pas du tout dans le ciel des idées. Elle fonde à 2 reprises des instituts de l'enfance, mais justement pour des petits entre la naissance et 6 ans. Donc il ou elle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, c'est un garçon, il serait le bienvenu. Ces instituts pour l'enfance de Désiré Verret ne durent pas longtemps. Ce n'est pas pour autant que ce sont des échecs. L'idée de l'échec de l'utopie, moi, ça m'embête énormément. Je préfère l'idée que des expériences sont faites, elles ont des issues plus ou moins favorables, mais Désiré Verret, ce n'est pas parce que son premier institut de l'enfance ne marche pas qu'elle n'en crée pas un deuxième 10 ans plus tard. Et ce n'est pas parce que son premier journal, qui s'appelle La Femme Libre, 1832, La Femme Libre, c'est complètement inouï, ne marche pas, qu'elle n'en fonde pas de nouveau en 1848. Et au moment de la première internationale, dans les années 1860, elle essaie de créer une section des femmes. Et alors qu'elle a 80 ans dans les années 1890, elle écrit à un vieil acolyte qui s'appelait Victor Considérant en lui disant, elle est quasiment aveugle, mais elle y croit encore. Elle y croit. Elle a ce qu'un philosophe appelle une espérance en connaissance de cause. Elle est dans la modalité de l'espoir, mais elle sait de quoi elle parle. Et elle dit, il est encore temps de fonder un journal utopiste. Il est encore temps de former une école scientifique utopiste. Et pourquoi j'en suis arrivé là ? Eh bien ça, j'en sais rien. C'était quoi votre question ? Quelle était la question ?
C'est un piège. C'était le début de l'idée d'aller à l'encontre de la propriété. Mais c'est très bien, parce que c'était ma question suivante, c'était ce personnage-là. Donc, ok. Donc voilà. Donc vous l'avez apprécié, ce personnage-là. Tout à fait. J'ai apprécié le fait qu'il y ait des femmes et de savoir que ces gens-là ont existé et qu'ils ont écrit et qu'ils ont vécu et qu'on peut encore de nos jours les découvrir. Je trouve ça extraordinaire. Le premier contestataire dans Utopia, c'est le petit garçon, au tout début, dans la première partie de la vie du protagoniste, qui décrète qu'il y a une rivière. Le début est absolument, c'est paradisiaque. Donc il raconte son enfance. Ils passent leur temps à s'amuser, à se baigner dans la rivière, à manger des cerises quand il y a des cerises et que c'est la saison. Aller à l'école, mais l'école, c'est une école autogérée, autogestionnaire, où les enfants sont autonomes. Et donc ils décident eux-mêmes de ce qu'ils font, de ce qui les intéresse. Et il y en a à un moment, il est au milieu de la rivière et il déclare qu'il est le roi de la rivière, ou je ne sais plus trop quoi, ou l'empereur de la rivière, je ne sais plus exactement. Le roi. Ok. Donc c'est lui le premier contestataire, et le premier contestataire de cette société. Il veut posséder quelque chose que personne n'a pensé, enfin du moins le narrateur n'y a absolument jamais pensé. Et c'est un moment que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que ça... En fait, c'était un retournement de la transgression. C'était une manière d'introduire... Dans ce premier chapitre, il y a 2 transgressions qui ont trait à la propriété. Donc effectivement, c'est la première scène du livre. Et je trouvais ça intéressant de retourner cette figure-là. Je voulais juste rebondir concernant la place des femmes dans le corpus utopique. Il y a en SF, dans l'histoire de la SF, un énorme corpus de récits de science-fiction utopique écrits par des femmes. Évidemment, Ursula K. Le Guin avec Les Dépossédés et La Vallée de l'Éternel Retour, mais aussi Joanna Russ. En France, on a Françoise Daubonne, qui a écrit des romans de SF qui sont peu connus, mais qui sont vénères. Voilà. Et après, la question qui se pose pour moi, je me pose toujours la question de qui écrit et pourquoi. Et dans quel contexte? C'est mon côté un peu. Vous savez, moi j'étais au collège, on me parlait de situation d'énonciation. Oui. Qui dit, quand, envers qui, pourquoi, par quels moyens, etc. Et du coup, j'ai tendance à me poser ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on écrit de la littérature utopique? Pourquoi est-ce qu'on va chercher à imaginer un monde meilleur? Mais parce qu'on a quelque chose à y gagner. Donc c'est évident qu'il y a un corpus de littérature utopique écrite par des femmes à travers l'histoire de la littérature européenne et états-unienne, puisque ce sont elles qui ont quelque chose à gagner, à contester. Je veux dire, globalement, je ne vois pas un banquier faire de la littérature utopique et avoir une... Voilà, il n'y a pas de... La stabilité, ça lui va bien, si vous voulez. Bruno Le Maire, il n'écrit pas ça, quoi. Enfin, Tout est possible. Peut-être encore 2 mots sur la place des femmes. Oui, tout à fait. Il se trouve, pour une raison sans importance, que j'étais à Marseille le 8 mars pour la Journée internationale pour les droits des femmes. Et vous y étiez aussi. Une question pour des raisons sans importance, c'est-à-dire que c'était pour aller voir ma fille, ça vous intéresse que très moyennement. Et pour moi, c'est décisif, mais vous dites, il ne va pas commencer à raconter sa vie, celui-là. Non, la Journée internationale pour les droits des femmes, absolument essentielle. Ça a été une journée majeure pour moi, et j'ai eu l'impression qu'on était dans un des territoires possibles de l'utopie. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes, mais pas simplement des femmes, mais surtout des femmes, qui essayaient de construire très très concrètement des espaces où l'émancipation et l'affirmation de sa liberté étaient possibles. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas un 8 mars candide.
C'était un 8 mars de combat, avec vraiment des frottements très très forts. Des combats aussi. Oui, tu y étais aussi alors à Marseille? Pas à Marseille, mais Non. moi j'étais à Rennes. Mais... Ok, à peu près le même type de schéma. Si j'en parle, c'est parce que là, on a de la part de ces actrices de la vie sociale des prises de responsabilité. Enfin, c'est pas rien du tout. À l'IP, dans les années 70, 73, 74, on se souvient beaucoup de Charles Piaget, un homme qui effectivement était très favorable à l'autogestion, qui avait de vrais talents d'orateur et qui était dévoué à la cause. Mais on oublie qu'il y avait plein de femmes autour dont on ne connaît pas les noms. Je vous en donne simplement un, et peut-être de fil en aiguille, vous tirerez les éléments d'une histoire extraordinaire. Elle s'appelle Monique Piton, Piton. Vous trouverez des traces, mais c'est moins facile que pour Piaget ou Raguenet. C'est pas l'héroïne, enfin le personnage de la BD justement. Il y a une BD sur Lip qui coûte rien maintenant, je crois qu'elle est à 5 ou 7 balles en petit format là, et je pense que c'est pas elle effectivement le personnage de cette bande dessinée. Voilà. Parce qu'il y a eu une sorte de révélation très récente du rôle qu'elles, mais pas simplement elles, ont joué. Elles ont été, par les hommes de l'IP, cantonnées plutôt aux tâches subalternes. Or, elles essayaient véritablement de construire un monde nouveau. Il y a une très longue, enfin ça a déjà été fait, mais il y a beaucoup de choses à écrire sur la façon dont les gens de 68 ont traité les femmes, où elles faisaient des réunions et elles faisaient le café, en gros. J'exagère à peine. J'exagère même pas. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est de quand même pouvoir avoir des noms et quand même pouvoir aller chercher des documents, quoi. Le deuxième personnage totalement contestataire dans la société de ce roman, c'est une femme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors effectivement, ce deuxième personnage qui s'appelle Gob, et donc... Ils n'ont pas de nom de famille, parce qu'il n'y a pas de famille non plus. On n'a pas encore abordé la question de la famille. Il n'y a pas de... Ça va venir. Il n'y a pas de... Bon, on peut en parler maintenant, oui. C'est lié. Oui, tout à fait. Effectivement, quand je suis donc parti sur la question de l'abolition de la propriété privée, patrimoniale et lucrative, assez logiquement, et la première chose qui sautait, c'était la famille nucléaire et les filiations directes. Donc du coup, le nom de famille saute. Voilà. Et donc du coup, la destruction de l'abolition, pour employer un terme. Il y a un très beau bouquin de M.E. O'Brien qui s'appelle Abolir la famille, aux éditions La Tempête, si ça vous dit. Je l'ai vu j'y pense parce que je l'ai vu en vitrine chez Ombre Blanche tout à l'heure. Donc l'abolition de la famille nucléaire, qui s'est constituée, donc, dont le but structurel et social est d'assurer la perpétuité de la propriété, d'où l'importance du nom de famille, etc. C'est une construction très récente dans l'histoire humaine, le nom de famille. Moi, ça me paraissait comme une évidence. Il se trouve que dans les retours de lecteurs et lectrices que j'ai pu avoir, surtout des lectrices, ça a suscité des réactions dont l'intensité a pu me surprendre, pour être tout à fait honnête, parce que moi je pensais que c'était une figure obligée de l'exercice. On a ça, par exemple, chez Le Guin dans Les Dépossédés. On a ça dans, j'en sais rien, dans Ecotopia de Calendar peut-être aussi. Enfin voilà, c'est assez dans énormément de littérature féministe des années 70. Il y a ça et dans Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth van Arbueug. Tout à fait. Donc du coup on a ce personnage de Gob qui donc arrive, qui vient s'installer donc dans l'endroit où habite le narrateur, et en gros globalement, pour le dire dans des termes très grossiers, c'est l'amour de sa vie, si vous voulez. C'était un personnage qui, pour moi, structurellement, à travers le récit, a incarné la déviance. Non pas la perversion violente. Quand je dis déviance, c'est la déviance par rapport à la norme. Et donc, concrètement, c'est elle a un souci avec cette structuration familiale. Et donc, du coup, encore une fois, il s'agissait de retourner la transgression et de retourner le problème. Et de montrer que, en fait, si dans notre société actuelle, le fait de
de refuser la société, la famille nucléaire patriarcale était une déviance à la norme et quelque chose de subversif, peut-être que dans cette société-là, en fait, effectivement, avoir une difficulté avec le soin collectif aux enfants et cette abolition de famille pouvait être un souci. Et ce souci nécessitait d'être traité. Et du coup, voilà, je ne vous raconte pas le truc, mais ça a des échos à travers tout le roman jusqu'à la fin, et ça monte en généralité, en fait, à travers le roman. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand le roman débute, arrive cette gamine, je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais quel âge a le personnage, il doit avoir 10-12 ans à peu près, peut-être même plus petit. Un peu moins, je pense, dans l'idée. Voilà. Et donc, au début, il comprend pas pourquoi cette fille arrive dans le village, qui est une toute petite ville, tout le monde se connaît, et qu'une gamine arrive. Et le modus operandi, si je puis dire, c'est que les enfants habitent avec des adultes, évidemment, et changent de maison. S'il le désire, oui. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, elle arrive, et il se retrouve avec cette fille, cette gamine qu'il ne connaît pas, qui est bizarre. Il va mettre un certain temps à comprendre pourquoi elle est là. Et en fait, oui, c'est dommage de spoiler. Disons que en fait, c'est une enfant qui, comme beaucoup d'enfants en souffrance, se livre à des provocations. Oui, okay. Des actes de provocation, et donc du coup ça entraîne, voilà, c'est un des nœuds de, on va dire, comme en musique, l'exposition thématique du livre, hein, voilà, il y a un acte de provocation par rapport à la propriété qui fait écho, voilà, et du coup c'est un personnage compliqué à travers tout le roman, mais du coup c'était voilà, cette importance pour moi d'incarner l'inadaptation, ou peut-être le refus de l'adaptation. Je me méfie de l'impératif d'adaptation. Mais... Oui, ce qui était étonnant, c'est que c'est le personnage qui lit tout le temps, et elle écrit, surtout. Et comme par hasard, c'est le personnage qui n'est pas adapté. Je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions ou pas. Ou pas. On peut. En fait, je ne sais pas si c'est... En fait, je constate, c'est tout. Non, mais tu fais bien de constater, et je ne te contredirai pas. Après, c'est toujours intéressant de se demander si de savoir ce qu'il y a d'un auteur ou d'une autrice dans sa fiction apporte vraiment à la réception et à l'intérêt. Parce que du coup, c'est une question qui vient souvent. Hein. Est-ce que, tu le sais toi-même, ce personnage-là, est-ce que c'est vous, machin, cette fameuse phrase qu'on attribue à Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, machin, etc. Si vous voulez, mais c'est pas, au final, c'est pas ça qui est important, quoi. Ok. À part si vous voulez qu'on fasse ma psychanalyse maintenant. Non, on va peut-être pas. Non, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Peut-être pas tout à fait. Par contre, on peut parler du rôle de la famille, parce que j'avoue que j'ai eu du mal avec l'idée que les enfants quittent leurs parents, c'est à 3 ans à peu près, si je me souviens bien. Oui, 3-4 ans. Et qu'ensuite ils sont élevés par le village. La fameuse phrase « il faut un village pour élever un enfant », ce qui n'est pas faux. Mais j'avoue que c'est quand même je dois dire, une des idées du livre qui m'a le plus... avec lesquelles j'ai eu le plus de mal. Parce qu'il me semble que les êtres humains ont besoin, il paraît, ont besoin d'attachement, ont besoin de figures proches. Et dans le cas de ces sociétés, c'est pas ce qui se passe. Et je me demande, est-ce que ça marcherait ou pas? Je ne sais pas si... Est-ce que ça a été tenté par d'autres... Juste, le narrateur a beaucoup de figures parentales proches autour dans son enfance, son adolescence, etc. La question de la famille, c'est vraiment une question, c'est marrant parce que c'est vraiment la question la plus sensible, plus encore que communiste si tu veux, mais par contre touche pas au gosse, quoi. D'ailleurs historiquement c'est vraiment un reproche fait à toute pensée, c'est attention, mais qu'est-ce qui va advenir des enfants, etc. Voilà, entendons-nous, il y a eu
plein de difficultés qui se sont fait lieu justement dans des communautés utopiques dans les années 70, dans le Larzac, à Karlabaï, etc., où effectivement la question de l'éducation et de la gestion des enfants a été problématique. Il y a eu des choses réussies, des choses ratées, des choses franchement nulles. Voilà. Après, je trouve que moi, c'est ça qui m'intéresse encore une fois, dans la pensée utopique. C'est se dire, on peut faire autrement. C'est pas sans un coût et c'est pas sans susciter des résistances, même en notre sein. Il y a une phrase dans un film des sœurs Wachowski qui s'appelle Cloud Atlas. Vous avez peut-être vu, c'est adapté d'un roman de David Mitchell qui s'appelle Cartographie des nuages. Donc dans ce film, à un moment, il y a une phrase, c'est quelque chose comme toutes les normes sont des conventions et on peut les dépasser, mais ça nécessite d'abord d'imaginer qu'on puisse les dépasser. Et pour moi, en fait, s'il y a un intérêt à toute pratique utopique, qu'elle soit quotidienne, parce que je pense que en fait, on peut avoir des pratiques utopiques matérielles, quotidiennes, tout le temps en fait. Pour parler comme Friot, il y a un déjà là utopique en fait dans nos sociétés, dans nos actes. L'intérêt de la littérature est de pouvoir passer le cap, passer la limite. On se dit on y va et ensuite on revient et on ramène avec soi quelque chose ou pas. Mais par contre, à partir de maintenant, on sait qu'on peut y aller et qu'on peut faire autrement. Et en fait, moi, j'ai juste si seulement à la lecture complète ou partielle de mon roman, on se dit, eh bien, en fait, ah oui, tiens, il est possible sur ça, pas forcément de faire comme ça, mais de faire autrement, je considère que j'ai réussi mon coup, entre guillemets, et que ça suscite de la gêne, de la résistance. Ça marche très bien. Voilà, je vais pas dire c'est fait pour, mais en tout cas, ça me dérange pas. Et c'est fertile, en fait, je pense. Ah oui, mais c'est pour ça que je posais la question, justement. C'est parce que quand j'ai réagi à cet aspect du roman, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis comme ça ? Est-ce que toi, tu étais satisfaite des conditions de ta famille, etc. Finalement, bof, famille, je vouais, etc. Voilà. Et effectivement, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, le roman a effectivement l'intérêt de poser des questions, ou de se faire poser des questions, et de réfléchir tout simplement, ce qui est une des choses pour lesquelles la SF existe. Et juste, vous alliez dire quelque chose juste avant à propos des... Éventuellement. Oui, voilà. Merci. Non, mais il n'y a pas de problème. La question de l'enfant peut être, dans les textes et les pratiques des utopistes, corrélée à la question de la propriété. Ce qui arrive et ce qui est constaté, c'est qu'il est très très injuste que l'enfant soit la propriété exclusive de ses parents ou la propriété exclusive de son père. Et le travail sur l'injustice et la propriété peut passer par la question des enfants, de manière parfois effectivement problématique, de manière parfois aussi très très réjouissante. Imaginez la liberté des enfants dans des cadres qui ne sont pas des cadres restreints à la sphère familiale. Mais par exemple, je reviens à l'Institut de l'enfance de Désiré Verret, dans des espaces plus collectifs où se délibère la vie de la société, c'est formidable. Et pour ça, pas besoin d'attendre l'âge de raison. Ce matin, j'étais à Lyon pour venir à Toulouse, et il y avait le carnaval des enfants du côté de la rue Paul-Bert, par là-bas. C'était extraordinaire de voir leur inventivité. Ils s'étaient déguisés, alors il y avait bien entendu les instits derrière, je le suppose, mais ils avaient construit quelque chose qui leur ressemblait, à elle et à eux, les enfants. Et pour aller dans cette direction-là, pourquoi ne pas tenter autrement ? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et ce que tu écris dans ton texte. Lorsque j'ai essayé de trouver des boussoles ou des texte inspirant pour moi à propos d'utopie, je suis retombé sans cesse sur Saltimbanque d'Apollinaire. Ça vous rappelle des souvenirs dans la plaine ? Ils ont des poires.
Voilà. Rond ou carré. Ouais. Mais il y a des enfants aussi dans Saltimbanque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges. Il y a Montand qui l'a chanté, alors peut-être que vous avez la ritournelle. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Et la suite, c'est « Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant ». Et je trouve que c'est une déhiérarchisation tout à fait fascinante. Et ça ouvre des possibles. Chez Fourier, par exemple, il y a une attention extrême aux enfants, mais dans leur singularité et dans tout le respect qui leur est dû. Et une attention aussi extrême aux personnes les plus âgées, qui sont considérées comme les patriarches et qui trouvent dans la société du début du XIXe siècle, vue, imaginée par Fourier, une place qui est en train de leur être contestée à l'époque où il vit. Je trouve que de ce côté-là, la réintégration dans le corps social d'êtres qui méritent d'en faire partie, c'est tout à fait magnifique. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle ça me fait venir la réflexion qu'il me semble que cette idée de la liberté des enfants, leur autonomie, etc., c'était quelque chose qui apparaissait beaucoup plus dans le discours général sur l'éducation. Quand moi, par exemple, j'étais élève au collège ou au lycée, moi je me souviens avoir entendu parler ou lu des extraits de Libres enfants de Summerhill, et j'ai l'impression que c'est plus du tout d'actualité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je rate des choses, probablement. Insérer ici tirade contre toutes les pratiques réactionnaires d'éducatives dans les 20 dernières années et sur l'autoritarisme débile de raclures de fond de bidet comme Gabriel Attal. J'ai pas tout compris, mais non, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Non, mais je raccourcis, tu vois, pour dire les choses autrement. Non. Mais avec pas grande distance. Je suis justement en train de relire Neil, Les Libres enfants de Summerhill. Et c'est très, très inspirant. Après, on fait ses choix à l'intérieur, on adhère plus ou moins à tel ou tel aspect de la proposition, qui est une proposition ancienne, hein, ça a 100 ans. Mais il ressort de la lecture, en tout cas pour moi, encore une fois, j'impose rien à personne, hein, il ressort de la lecture quelque chose comme de l'enthousiasme. L'idée qu'il peut se passer des choses. Et peut-être sur une ou deux phrases simplement, cette remise en cause des hiérarchies qui me semble une des dynamiques de l'utopie, de la pensée, de la pratique utopique. Moi, je la ressens et je la vis de plus en plus intensément dans mon métier, avec non pas des enfants, mais de jeunes adultes, à qui on explique trop souvent qu'ils ne sont pas très bons et qu'il y a 50% d'échecs en première année, par exemple, et que s'il y a 50% d'échecs, c'est qu'il y a 50% de mauvais. On peut tout à fait partir d'une autre hypothèse et considérer, après Jacques Rancière, qu'il y a une égalité des intelligences, qu'il y a un plan d'immanence entre les uns, les autres, les unes, les autres, quel que soit leur parcours, leurs difficultés, les blocages qui sont les leurs. Hier, il y avait sur France Culture une magnifique émission sur avoir son bac tard. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont su. Oui. C'était émouvant au possible. Oui. Et la première femme qui parlait de son bac à 35 ans ou 40 ans, expliquait que pendant toute son enfance, on lui avait dit qu'elle était nulle. Et qu'il lui a fallu tout un parcours de vie pour réussir à se montrer à elle-même et à montrer aux autres qu'elle n'était pas si nulle que ça. Et je pense qu'on n'est pas hors sujet par rapport à l'utopie. Ah non, alors là, je serais la dernière à le dire. J'ai été prof d'anglais pendant assez longtemps. Pour rebondir sur ce que tu dis, sur le fait de dire 50% de nuls, etc., je trouve pour première remarque, j'ai envie de dire, dans ces 50%, combien sont des étudiants qui travaillent pour payer leurs études? Ça va être assez simple. Je trouve qu'une manière importante, un des atouts de la littérature utopique, c'est de dénaturaliser le social, pour citer du petit Bourdieu, c'est-à-dire de considérer qu'aucune organisation, aucune pratique n'est naturelle. Moi, s'il y a un énoncé que je déteste, c'est l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, c'est une béquille narrative.
L'homme est à la fois ange et bête, comme disait Pascal. Donc du coup, par exemple, puisqu'on parle des récits de communautés enfantines, vous avez ce récit, c'est Golding, je crois, Sa Majesté des Mouches, Ah oui, donc oui, avec tout à ces fait. enfants qui se retrouvent isolés sur une île déserte et qui du coup naufragés. reproduisent la violence de leurs parents, etc. Pourquoi je parlais de ça? Pouf, 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 pouf. Oui, dénaturaliser le social. C'est-à-dire que, et effectivement, là où je reviens sur ma proposition sur la famille, c'est-à-dire que je suis intimement convaincu que s'il y a une manière d'abolir ou de limiter au plus possible les inégalités, c'est de défamilialiser, puisque du coup, les enfants ne sont plus la propriété de leurs parents, ce qu'ils sont quand même globalement toujours en droit, peu ou prou, et d'en faire non seulement des citoyens, c'est-à-dire des agents politiques importants, égaux aux autres, même avec des devoirs et des forces différentes, bien sûr, et surtout d'en faire la responsabilité commune de tous les enfants, de tous les adultes. Tant que les êtres humains sont socialement poussés à considérer que leurs enfants sont plus importants que les enfants qui meurent sous les bombes à Gaza, on en est là. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi je voulais pousser pardon, j'ai plombé l'ambiance, mais je pouvais pas ça me semble impossible de ne pas évoquer ce qui se passe là, parce que non seulement parce qu'en plus il y a un penseur que je cite dans le bouquin, qui est un penseur important de la littérature utopique, qui s'appelle Martin Buber, qui est un sioniste de gauche. Si une telle chose puisse exister, c'est contestable, mais du coup qui a travaillé sur la littérature utopique et la philosophie de l'utopie, et c'était effectivement quelqu'un qui s'est installé en Israël dans les années 40, 50. Donc du coup, on parle de corruption, de l'utopie, etc. Vous voyez, il y a toute une dialectique là-dedans. Mon Dieu, oui. Du coup, c'est moi qui oubliais ma question. Je crois qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un s'était... je ne veux pas... Pardon ? Pendant que vous cherchez votre question, parce que quelqu'un s'était signalé à un moment, non pour, est-ce que ça ne vous ennuie pas qu'on intercale? Ah, tout à fait. Ah, c'était super. Mon intention. Donc, Merci, je vais merci. oublier ma dernière question. Il va nous rester du temps, je l'espère, pour demander si vous avez des questions. Alors, je suis désolée, quand je mets mes lunettes, je ne vous vois plus. Non, je voulais demander à tous les deux, mais peut-être à Thomas Boucher qui a moins parlé. Est-ce que l'utopie est obligatoirement politique, doit l'être? La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible qu'elle soit de grande échelle? Alors sur la première, peut-être que ça dépendrait du périmètre qu'on accorde à politique. Ça, c'est aussi un travail que Jacques Rancière a fait, une distinction entre le politique et la politique. La politique, il appelle ça la cuisine gouvernementale, et le politique, les manières d'être ensemble autour des idées de l'association ou de la communauté. À mon avis, les utopies ont en elles une dimension politique forte, puisqu'il s'agit de vivre mieux ensemble. Mais à l'intérieur de cette immense sphère politique, il y a des colorations diverses. Je pense par exemple que, j'en ai parlé avec Apollinaire, mais que l'art en général, et en ce qui me concerne moi, la danse en particulier, peut véhiculer quelque chose qui renvoie directement à l'utopie. Parce que danser, ça, souvent, c'est essayer d'être ensemble le moins mal possible et s'articuler avec des corps qui sont autres que le sien. En ce sens, je pense qu'on peut aller chercher les acceptions et les territoires d'inscription de l'utopie dans plein de domaines. Mais pour moi, c'est politique. Et sur les échelles, peut-être on peut y réfléchir à 3, ou à plus encore, avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai ma petite idée. Mais... je dois dire que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dans le roman, il y a énormément de musique. Je ne me souviens pas s'il y a de la danse, mais il y a vraiment beaucoup de musique. Oui.
Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aurait la Alors, deuxième partie de la question? Oui, Voilà. c'est ça. Le problème pour les expérimentations, les tentatives d'expression de l'utopie à échelle d'existence singulière ou collective, c'est que il y a très très vite l'œil hostile et l'action hostile de l'extérieur. Il est impressionnant de voir au XIXe siècle, par exemple, à quel point la police s'en mêle vite. Et donc, les utopies ont parfois la tendance à vivre cachée, à vivre discrète. Les milieux libres des anarchistes au tournant du 19e et du 20e siècle, c'était parfois dans la grande ville, mais dans l'anonymat de la grande ville, ou bien sur des marges. Il y a par exemple une communauté à Aiglemont, je vous le dis parce que tout ça c'est très très enraciné dans des expériences concrètes. Aiglemont dans les Ardennes, à Iglemont, c'est à la lisière d'une forêt. Et à partir du moment où il commence à y avoir beaucoup de visiteurs et où les visiteurs en ressortent assez impressionnés et assez enthousiastes, il y a la police qui vient aussi. D'accord. Donc Et elle puis- vient contredire le pouvoir. Je crois, Elle est sous surveillance, quoi. Oui, je crois qu'il y a une dimension vraiment contestataire et subversive. En fait, il me semble que derrière le mouvement de l'utopie, pas le sens de l'utopie, mais le mouvement de l'utopie, il y a quelque chose comme un antifatalisme. Les choses nous sont imposées comme elles sont, or on a non seulement le droit, mais le pouvoir de les imaginer et de les vivre autrement. Vous vous souvenez peut-être que pendant le gouvernement Thatcher aux États-Unis, tout se mélange, au Royaume-Uni, il y a eu un slogan qui a fait Flores et qui était un slogan conservateur. Hein. C'était 4 lettres, T-I-N-A. Voilà. Il n'y a pas d'alternative, oui. Exactement, il n'y a pas le choix. Et je pense que justement, l'élan de l'utopie, c'est en contradiction radicale avec le « il n'y a pas le choix ». Et si une utopie s'installait à la surface de la Terre, il faudrait bien faire attention à ce qui est encore le choix et qu'elle ne soit pas à son tour normatif. Mais moi, il me semble que si ça devient normatif, c'est plus de l'utopie. Ça devient complètement autre chose. Ouais, tu prenais des exemples au 19e. Ouais, concrètement, je vais vous parler de l'IP. Revenir là-dessus rapido. Voilà, je pense que le simple fait de montrer en acte qu'il est possible de faire autrement est insupportable aux forces. Parce que Gramsci parle d'hégémonie, mais par exemple, ce qui s'est passé, je veux dire, le déferlement de violence qu'il y a eu face à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Le déferlement de violence qu'il y a face aux gens qui protestent le chantier de la 69, par exemple, pour parler d'un truc plus local, montre à quel point la praxis utopique et le fait de vivre autrement et de vouloir vivre autrement est insupportable. Et effectivement, moi, je pense que toutes ces expérimentations, qui sont des expérimentations en lutte permanente, c'est pour ça que je prenais l'exemple du village d'Astérix. C'est-à-dire que le problème du village d'Astérix, au fond, c'est les camps romains autour, quoi. Et donc, du coup, en fait, je ne vois pas comment une pensée qui vise à questionner la structuration sociale de l'organisation sociale ne pourrait pas être intensément politique. Mais après, moi j'ai une définition, voilà, plutôt le politique, pour reprendre la terminologie de Rancière. Pour moi, un enseignement dans une classe, c'est politique. L'organisation d'une salle de classe, c'est politique, etc. Et ça se discute. Et c'est pour ça que je reviens à la question de la démocratie. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui. Voilà. Bonsoir. Par Bonsoir. rapport au progrès, mettons l'utopie par rapport au progrès, aux innovations, aux inventions, comment on peut envisager justement est-ce qu'il y a vraiment certaines barrières qui s'opposent à la création
à la création du progrès, d'aller au-delà, de faire toujours plus, d'inventer plus. Est-ce que vraiment on trouve une opposition au progrès? Ah, c'est passionnant. Alors, Enfin, on va s'y mettre à plusieurs, je On pense. est reparti Mais- pour une heure. Ouais, alors. mais Mais on pourra j'ai pas. vraiment envie de réagir aussi à cette remarque. Je pars d'une citation, vous voulez bien. On est en 1848, c'est la Deuxième République. Et un homme dont on a perdu trace ensuite, qui s'appelle Paillard, on ne connaît même pas son prénom, écrit ceci dans un des journaux qui naissent et fructifient pendant quelques mois avant la répression sanglante de juin 48. Voici ce qu'il écrit. L'idée de ce progrès lent, paisible, qui corrige plutôt qu'il ne transforme, n'est-elle pas un rêve d'un autre genre? L'idée de progrès n'est-elle pas un lointain espoir dont les classes heureuses ont depuis longtemps bercé celles qui souffrent, pour étouffer leurs cris, pour les tenir docilement courbées sous la servitude? L'idée de progrès peut être une idée très très sujette à caution, au sens où derrière l'idée de progrès, il peut y avoir « soyez patient ». Oui. Il vaut mieux parler avec le micro, sinon... Un certain confort, une certaine bienveillance qu'on envisage, on a une certaine liberté de ce côté-là. Oui. Et ça c'est quand même important. Et il n'y a pas que des barrières dans la société. Il y a beaucoup de barrières, mais il y a quand même le progrès. Je crois que le progrès, c'est quelque chose de très, très important. Si ça définit le sens de l'histoire, on peut vraiment discuter. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la seule dynamique possible. Ça veut dire aller vers le mieux, mais le progrès pour qui d'abord? Parce que toute l'histoire du monde nous a montré que le progrès est quelque chose qui est décliné à géométrie variable et pas partagé. Mais cette aspiration-là, je la comprends. C'est-à-dire qu'on vit dans une société quand même qui est de majorité capitaliste en quelque sorte. Et dans cette société, on cherche toujours le mieux. Et on a quand même cette liberté de trouver... on cherche plus, on cherche le plus, mais le mieux. Ah, super, ça y est. Enfin, bon, le plus ou le mieux, voilà, c'est ça, il y a une vraie question. Le plus et le mieux. Les deux. Le plus, ça veut dire quoi, le plus? On va peut-être pas aller trop dans les débats. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah bon? Juste rapido, si la question vous intéresse sur la dialectique entre l'utopie et le progrès, il y a un très court livre de Alice Karabédian qui s'appelle Utopie radicale, qui traite de ces sujets-là, qui parle notamment beaucoup travaillé sur Miguel Abensour aussi, par exemple, et dans une perspective plus historienne sur la question de la notion de progrès et de son inscription dans la modernité européenne. Je vous renvoie aux travaux de l'historien François Jarige, qui a parlé de la résistance aux innovations techniques. Il a fait des travaux sur la transition de l'énergie animale, l'utilisation de l'énergie, de la force animale, le charbon, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller par là. Je suis sûr que c'est dans la bibliothèque des Champs Libres. François Jarige, J-A-2-R-I-G-E. Il y avait une... Je me permets de rebondir sur ce qui a été dit juste avant par rapport aux espaces d'expérimentation de l'utopie. Et pour un tout petit peu de contexte, je fais une thèse en art sur l'utopie. Et au-delà de l'utopie, en fait, l'utopie est forcément irréalisée. Une fois qu'elle est réalisée, c'est plus une utopie. Et à ce moment-là, on parlerait plus d'hétérotopie, concept de Michel Foucault. Je me permettais juste de rajouter cette information. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, l'idée d'utopie réalisée, c'est une idée qui questionne beaucoup, en fait, sur laquelle il y a des auteurs qui ne sont pas dupes. C'est hyper intéressant, parce que, effectivement, moi, ça fait maintenant
3 ans que je suis amené à beaucoup parler autour de ce livre. Et effectivement, ce terme d'utopie, comme tu le dis dans ton livre, en fait, il est un peu piégé. Alors que, en fait, au fond, l'idée simple est que rien n'est fatal. Tu as parlé de fatalisme, et qu'en fait, juste, on peut vivre autrement. Alors après, effectivement, vous avez le terme de Michel Foucault. Alors je ne sais plus qui, mais on m'a parlé de la question de la prototopie aussi. Kevin Kelly, merci. Qui est encore un autre concept, où on est dans ce nuage de concepts-là qui tourne autour de l'idée de l'autrement, hétéro, et de l'exemple proto. Donc moi j'ai juste envie de dire tous ces récits et tous ces modes de vie qui nous montrent qu'il est possible de vivre autrement, quoi. Oui, ça me semble une fort bonne conclusion, mais s'il y avait d'autres questions, pourquoi pas. Une dernière ? Oui, bonsoir. C'est Bonsoir. pas une question, juste la mention. Vous avez parlé de l'utopie et de ses diverses formes dans l'art. Il y a William Morris avec Les Nouvelles de nulle part. Tout à fait, oui. Contre la famille, contre la propriété. Il y a tout ce que vous dites dans Les Nouvelles de nulle part. Alors c'est un peu daté, bien sûr, mais bon, c'est positivement politique. Mais William Morris, c'est quelqu'un Politique et d'ailleurs réfréné à son époque. Il n'a pas été... C'est quelqu'un d'extrêmement important, William Morris, parce qu'il faisait partie, il était à l'initiative du mouvement Arts and Crafts, et c'était un mouvement qui voulait justement faire entrer, créer des objets qui soient les meilleurs possibles pour tous. Je résume extrêmement, mais c'est à peu près ça. Et déjà durable, qui ne pollue pas. Enfin, il y avait vraiment énormément de réflexion derrière. Oui, c'est absolument fondamental. Enfin, il a mis en œuvre un maximum de choses. Il a créé des entreprises en essayant de faire attention au salaire de ses employés, etc. Mais il était actif dans des domaines. Il a créé des papiers peints, il a créé des décors. C'était incroyable, ça, tout ce qu'il a pu faire. C'était quelqu'un de très important dans le mouvement socialiste anglais de la fin du 19e. Il était ami avec Eleanor Marx, donc la fille de Karl Marx aussi. Enfin, voilà. C'est un personnage extrêmement riche, William Morris. Merci. Et très agréable à lire. Et puis, j'arrive pas à me rappeler le nom, mais vous devez en avoir plus qu'entendu parler, avoir lu dessus. Une communauté du côté d'Amsterdam, je ne sais plus si c'était dans les années 60 ou 70, qui vivait dans des caravanes. C'était proche, vu de ma fenêtre, du mouvement hippie. On n'a pas eu le temps de parler des villes idéales et des villes utopiques qui ont été réalisées. Là, j'arrive pas à me rappeler son nom. Ça a été relativement célèbre. On en parlait dans les années 80. Je suis désolée, on ne vous entend pas son micro. Est-ce que c'est pas dangereux au niveau de ces villages utopiques qui se créent dans certains milieux? Et est-ce qu'on ne pourrait pas presque les comparer à certaines sectes, en quelque sorte? Puisque ce sont des noyaux qui évoluent, et qui évoluent extérieurement à la société. Est-ce que... Peut-être, alors certainement pas de ma part une réaction sur les principes, mais sur l'expérience. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, pouvait de l'extérieur apparaître comme un espace hostile à l'harmonie, un espace sectaire, un espace fermé. Il se trouve que j'ai une tante, la tante Julie, qui a vraiment soutenu le mouvement de Notre-Dame-des-Landes et qui a eu la gentillesse de m'emmener avec elle 2 ou 3 fois. Et je me suis rendu compte que ce schéma-là était le schéma du discrédit sur Notre-Dame-des-Landes, était un schéma très, très arbitraire. C'est-à-dire qu'il est effectivement pas très confortable d'essayer de vivre autrement.
Ça pose énormément de problèmes, y compris dans les relations interpersonnelles. Mais s'il faut choisir, je pense que c'est moins désespérant que d'accepter ce qu'on nous ordonne de faire. C'est-à-dire que là, être plaqué au sol et s'entendre dire qu'il y a le vrai et il y a le faux et qu'il s'agit d'obéir, c'est ce qui peut, encore une fois, je parle pour moi, arriver de pire. Alors après ça, qu'on se plante, qu'il y ait des choses qui marchent moins que d'autres. Ah, voilà, j'y pensais à Auroville, oui, ça existe toujours. Oui, je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter, car j'ai un train à prendre. Oh mince. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus, merci pour les questions, merci à mes deux invités. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.